Bonjour à tous, aujourd'hui nous traiterons du sujet des États-Unis face à la crise des années 1930. Au sortir des années 1920, à la fin de la Première Guerre mondiale, alors que les puissances européennes sont en pleine crise, les États-Unis, eux, connaissent un réel mouvement de libération et d'euphorie qui se traduit par une croissance économique et culturelle exponentielle. On parle notamment d'années folles, dues notamment à la croissance de sa production industrielle. Cependant, nous verrons que ce que l'on appelle, comme je le disais, les années folles des États-Unis a laissé place à ce que l'on considère aujourd'hui comme la plus violente crise économique du pays, aussi nommée Grande Dépression. Il serait intéressant de se demander de quelle façon cette crise a impacté les États-Unis et le reste du monde. Nous verrons dans un premier temps quelles auront été les causes de cette crise et nous interrogerons la notion d'inexorabilité de celle-ci. Par la suite, nous développerons les conséquences de la Grande Dépression aux États-Unis. Et enfin, nous élaborerons l'impact de la crise sur le monde ainsi que ses répercussions. En première partie, nous verrons les prémices d'une crise inexorable. Donc en effet, pendant les années 1920, alors que l'Europe souffre des conséquences économiques directes de la Première Guerre mondiale, les États-Unis, eux, voient leur économie monter en flèche, notamment grâce à une croissante production industrielle. En effet, les citoyens des États-Unis, attirés par des gains rapides, sont de plus en plus nombreux à acheter des actions à crédit, espérant pouvoir s'enrichir. Cependant, le 24 octobre 1929 survient le crash boursier de Wall Street à New York. En ce jeudi noir, comme nous l'appelons, les actions ne se vendent plus et le cours de la bourse s'effondre brutalement, comme nous pouvons le constater sur le graphique de gauche intitulé Crash de 1929. En effet, cet événement est tellement inédit qu'il fait la une des journaux dans le monde entier, comme nous pouvons le constater dans la seconde image tirée d'un journal populaire londonien. Au commencement de ce crash boursier, nous retrouvons un système très simple de spéculation qui s'exerce de la façon suivante. Les banques prêtent de l'argent à des spéculateurs qui eux-mêmes achèteront des actions à crédit, s'appuyant par la suite sur la hausse des gains faits par les actions pour rembourser leurs créanciers. Donc, nous pouvons expliquer le crash boursier de la façon suivante. Le jeudi 24 octobre 1929, des dizaines de millions d'actions furent vendues sur le marché, sans trouver preneur. Cela provoqua l'effondrement des cours boursiers de l'ordre de 30 à 40%. Les actionnaires, de peur, voulurent retirer tout leur argent en liquide, en vain, puisque les banques furent faillites presque instantanément. Ce boom spéculatif se reproduisit le lundi 28 octobre et le mardi 29 octobre, le lundi et mardi noir, où plus de 15 millions de titres furent mis en vente sans trouver d'acheteurs. C'est donc le début de la Grande Dépression des États-Unis, la plus grande crise contemporaine du XXe siècle. En seconde partie, nous développerons les conséquences de la Grande Dépression aux États-Unis. Donc la crise de 1929, qui se traduisait par une phase de ralentissement de la conjoncture, s'installe dans la durée, aggravant ainsi la crise en dépression. En effet, loin de se modérer, comme le prédisait le président américain de l'époque Herbert Hoover, la crise économique se transforma très vite en crise générale d'une amplitude sans précédent. Très vite, la crise se propagea dans le secteur économique, dont la réussite s'appuyait, comme nous le disions, sur le crédit. En effet, le manque de liquidité ainsi que l'accumulation des stocks invendables et l'effondrement des prix mirent à mal un grand nombre d'entreprises qui firent faillite, les contraignant ainsi à licencier leurs employés. De ce fait, la production industrielle qui prospérait dans les années 1920 chuta de moitié entre 1929 et 1932, puisque le revenu national s'affaissa de 87 à 39 milliards de dollars, et le PNB tombant à 1,5%. En conséquence, des millions de citoyens se retrouvèrent sans emploi. On recensa 4 millions de chômeurs en 1930, puis 8 millions l'année suivante et 12 millions en 1932. Donc, plus d'un quart de la population active américaine se retrouva sans emploi. Cette hausse spectaculaire du chômage précipite donc des millions d'Américains dans la misère, sans toit ni à manger,
La crise devient donc sociale. En effet, toutes les catégories sociales sont touchées par la crise. Les agriculteurs, ruinés, vendent leurs terres contre une bouchée de pain. Les capitalistes sont extrêmement nombreux à sauter la vie. Et le taux de natalité est en pleine déchéance, tellement l'avenir est douteux. En 1933, le 32e président des États-Unis, Franklin Roosevelt, monte au pouvoir, promettant de redynamiser l'économie américaine. Le nouveau président met donc en place le New Deal, le 3 mars 1933. Le New Deal se traduit par 3 grands points. Premièrement, la séparation des banques et la régulation financière. En effet, les banques qui gèrent des dépôts gèrent ceux des citoyens et accordent des crédits en échange de la garantie de l'État qu'elles ne feront pas faillite. Secondement, la réforme fiscale, avec une politique d'augmentation du taux marginal d'impôt sur le revenu. Et enfin, l'intervention publique de l'État-providence, avec des lois de réforme des banques, des programmes d'assistance sociale d'urgence, ainsi que des programmes d'assistance agricole et pour le travail. Donc grâce à ces mesures, l'économie s'assainit et la dépression recule peu à peu. Mais c'est seulement lors de son entrée en guerre en 1941 et en sortant de son isolationnisme que les États-Unis voient la dépression disparaître totalement. Mais qu'en est-il des conséquences du crash boursier sur le reste du monde? Enfin, en troisième partie, nous tentons de répondre à cette question. Peut-on parler de crise mondiale? Pour ce faire, nous élaborerons l'impact de la crise sur le monde et ses répercussions. Face à la crise, le président Roosevelt veut redynamiser l'économie américaine, quitte à mettre au second plan les relations commerciales internationales. Comme il le dit le 4 mars 1933 dans son discours d'investiture à la présidence, je cite, « Nos relations commerciales internationales, en dépit de leur extrême importance, ne sont, au regard de la situation actuelle et des impératifs qu'elle entraîne, que secondaires face à l'établissement d'une politique nationale saine. » Fin de citation. En effet, en Europe, la crise voit le jour dès 1930 par le système bancaire. En effet, les banques américaines souhaitent à tout prix récupérer leur liquidité et rapatrier les capitaux investis à l'étranger au plus vite, ce qui prive les pays européens du prêt américain et les force à établir une politique protectionniste au détriment du commerce international. Ce qui aura pour conséquence la mise à mal de l'économie de l'Autriche et de l'Allemagne en 1930, puis celle de l'Angleterre dès 1932 et enfin celle de la France dès 1933. En Espagne, la crise économique concorde avec la montée au pouvoir du Front populaire, ce qui intensifie les tensions politiques du pays et qui mènera, en 1936, à la guerre civile. En Allemagne, la crise éleva le taux de chômage à 43,8% en 1932, ce qui engraina la colère de la population et favorisa la montée du national-socialisme, ce qui eut pour conséquence la montée au pouvoir d'Hitler le 30 janvier 1933. En France, des mesures déflationnistes sont mises en place pour lutter contre la crise, mais celles-ci ne font qu'aggraver l'économie du pays. De plus, les pays européens ne sont pas les seuls à être touchés. En Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, la baisse du pouvoir d'achat de l'Europe provoque une diminution de la consommation de produits alimentaires, ce qui met à mal ces pays fournisseurs de matières premières. En effet, le monde entier est atteint par cette crise de 1929. Cependant, l'Union soviétique, elle, grâce à son système économique autarcique, n'est pas altérée par la crise. En juin 1933, la Conférence économique mondiale rassemble à Londres les 66 représentants de pays avec pour objectif remettre en marche l'économie mondiale. C'est cependant un échec cuisant puisque les représentants des pays riches et pauvres se divisent, comme le Royaume-Uni, la France et les États-Unis face à l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Un sentiment de trahison se fait sentir, les régimes fascistes clament l'autarcie et les populations fuient dans le nationalisme. L'Allemagne, quant à elle, démarre son réarmement. La Seconde Guerre mondiale est en marche. Ainsi, le contexte de prospérité d'après-guerre et d'un capitalisme non contrôlé a mené à la crise économique des années 1930, ce qui a poussé les États-Unis à tourner ses valeurs non plus autour de gendarmes du monde, mais au contraire vers l'interventionnisme de l'État dans l'économie et l'isolationnisme politique. Il apparaît aujourd'hui que c'est dans ce contexte d'engrenage événementiel que le crash boursier de 1929, pas à pas, mène le monde entier vers la Seconde Guerre mondiale.